Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 6 février à la une de l'actualité. Le président de la République plaide pour une approche basée sur la lutte contre les groupes extrémistes, la prévention et des efforts de déradicalisation pour gagner la bataille contre le terrorisme. Le rapport du chef de l'État présenté ce matin par le ministre des Affaires étrangères au sommet de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Alam l'a reçu à Addis Abeba par Macky Sall, président du Sénégal et président de l'Union africaine pour cette année, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, Ahmed Tebboune. Suspension de la décision du président de la Commission africaine Moussa Faki d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur. Un comité de 7 chefs d'État comprenant l'Algérie mis en place pour formuler une recommandation sur la question. Renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, 26 sièges pour le FLN, 13 pour les indépendants et 11 pour le RND. Occupant des 3 premières places, le président de l'ANI a révélé la nouvelle composante du Sénat, un taux de participation dépassant les 96%. Reprise des cours ce matin après 17 jours de suspension pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19. Les élèves des 3 paliers de l'éducation ont pu rejoindre les établissements scolaires sous protocole sanitaire strict. Nous ferons le point dans plusieurs écoles du pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Ahmed Tebboune, a plaidé aujourd'hui pour une approche basée sur la lutte contre les groupes extrémistes, la prévention et des efforts de déradicalisation pour gagner la bataille contre le terrorisme. En sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, le président Ahmed Tebboune a, dans son rapport présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, a affirmé que la bataille contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne pourrait être gagnée en l'absence d'une approche compréhensive basée sur un déploiement sur un double front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi et surtout en termes de prévention et d'efforts de déradicalisation. Il a également rappelé à cette occasion que l'Algérie a toujours plaidé pour une approche globale et intégrée dans les stratégies à mettre en œuvre pour mieux appréhender et combattre le terrorisme et la criminalité au niveau national et international. Mon pays a proposé au courant de l'année 2021 une nouvelle approche africaine susceptible d'encadrer et de stimuler la prévention et la lutte contre ce fléau à travers une lettre adressée au président en exercice de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a encore rappelé le président de la République. Cette nouvelle approche africaine proposée par l'Algérie consiste à impulser un nouveau souffle à l'effort collectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et tenant compte de la situation d'instabilité que connaît la région sahélo-saharienne et l'aggravation de la menace terroriste et des autres menaces connexes sur plusieurs régions du continent. Ainsi, cette nouvelle vision, a précisé le chef de l'État, est basée sur une série de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des États africains et les mécanismes de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme. Elle vise également à redynamiser les institutions et renforcer les mécanismes de l'Union africaine de lutte contre ce phénomène transfrontalier et dangereux en intégrant les nouveaux concepts, moyens et ressources d'ordre normatif et opérationnel afin d'améliorer l'action africaine, a indiqué le président de la République dans son rapport présenté par le ministre des Affaires étrangères. Et justement, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, a été reçu à Addis Abeba par Macky Sall, président du Sénégal et président de l'Union africaine pour cette année, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, Ahmed Tebboune. Lamamra a également transmis ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa présidence de l'Union africaine, tout en lui réaffirmant le soutien de l'Algérie dans l'accomplissement
de sa mission au service des causes et des questions prioritaires du continent. Pour sa part, le président sénégalais a exprimé ses vifs remerciements et sa considération pour le soutien de son frère, le président Ahmed Tebboune, tout en lui faisant part de sa volonté de le rencontrer prochainement, d'œuvrer de concert avec lui à la consolidation des relations bilatérales et à la dynamisation des efforts communs pour la concrétisation des agendas du continent en matière de paix, de sécurité et de développement durable. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les développements de la situation sécuritaire et politique sur la scène continentale, soulignant l'impératif de renforcer le rôle de leadership de l'organisation continentale dans le règlement des problèmes africains, notamment les crises et les conflits qui menacent la sécurité et la stabilité en Afrique. La Mamara et le président sénégalais ont également abordé les principaux points inscrits à l'ordre du jour du sommet actuel et les perspective de cristalliser les consensus nécessaires entre les États membres dans le cadre de l'unité de l'organisation et de la crédibilité de son travail. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les consolider et ont convenu d'activer les différents mécanismes de coopération et de concertation bilatérale tout en intensifiant l'échange de visites bilatérales. Le sommet de l'Union africaine a suspendu la décision du président de la Commission africaine Moussa Faki d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur. Un comité de 7 chefs d'État comprenant le président de la République Ahmed Tebboune a été mis en place pour formuler une recommandation sur cette question. Malika Bellel. La décision prise par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, d'octroyer le 22 juillet dernier le statut d'observateur à l'entité sioniste au sein de l'Union africaine a causé l'indignation et la colère de nombreux pays africains, dont l'Algérie qui a exprimé un refus catégorique, estimant que ce choix va à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant l'autodétermination des peuples. Le fait d'accorder le statut d'observateur à une entité occupante est contraire aux principes et objectifs de l'acte constitutif de l'Union africaine, estiment plusieurs pays membres, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Namibie. La Palestine, et en tant que pays observateur au sein de l'Union africaine, a appelé de son côté à retirer l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à l'entité sioniste. La réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été l'occasion également pour les dirigeants africains de condamner sans équivoque la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement et d'évoquer des questions liées au développement et à la sécurité. Un appel a été lancé quant à l'impératif d'élaborer une nouvelle approche pour la restructuration de l'organisation panafricaine. Par ailleurs, plusieurs pays aspirent à conjuguer leurs efforts afin de mettre fin à toute forme de violence et mettre en place une nouvelle approche pour la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique. Le taux provisoire de participation aux élections pour le renouvellement de la moitié, le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation a atteint 96,22% à travers 58 wilayas, a annoncé le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi. Le nombre de votants s'élève à plus de 62 000 électeurs, soit un taux de participation de 96, comme je viens de le dire, comme l'a annoncé surtout le président de l'ANI lors d'une conférence de presse organisée au lendemain des élections pour le renouvellement de la moitié, plutôt les 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement. Je vous invite à l'écouter. L'élection a concerné finalement 68 candidats, 48 pour chaque ancienne wilaya et 28 pour les 10 wilayas nouvelles. L'élection s'est tenue dans des conditions vraiment quasi parfaites, et surtout le respect des règles. Nous avons établi de nouvelles règles pour essayer de changer complètement l'esprit de l'élection, particulièrement sénatoriale, comme on l'appelle. C'est la preuve que l'ascenseur démocratique fonctionne parfaitement dans la nouvelle Algérie, Inch'Allah. Maintenant, le taux de participation, c'est environ 97%.
sur les 27 000 cette année, il y a eu environ 1000 abstentions. C'est rien du tout, puisqu'avec le Covid, avec il y a eu une vingtaine de procurations. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu une égale répartition pratiquement entre les partis politiques et les indépendants, par exemple. Les indépendants sont classés immédiatement deuxième après le premier parti, ce qui est important et ce qui correspond à peu près à l'équilibre qui a été constaté au niveau des élections législatives. Ça veut dire que les indépendants sont devenus réellement un pôle politique important, au même titre que les grands partis politiques. Donc c'est ça la première leçon. La deuxième leçon, c'est l'adhésion parfaite des différents compétiteurs aux résultats qui ont été obtenus, à la fois les partis politiques et les indépendants, mais aussi les élus eux-mêmes. Les élus eux-mêmes au niveau des appréciés, qui ont exprimé de vive voix leur gratitude à l'autorité pour ce nouvel esprit qui a été installé, cette organisation parfaite qui a été mise en place. Le vote hier a abouti sur 26 sièges pour le FLN, 13 pour les indépendants et 11 pour le RND. Les 3 premières places, le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Sharfi, l'a annoncé lors d'une conférence de presse, la nouvelle composante de la Chambre haute du Parlement par Nesrine Ben Saïd. Les 68 nouveaux membres de la Chambre haute du Parlement représentant 22 partis politiques ainsi que des listes indépendantes sont enfin révélés par le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Sharfi, lors d'une conférence de presse. La nouvelle composante de la Chambre haute du Parlement est désormais composée de 26 sièges pour le Front de Libération Nationale qui arrive largement en tête. Les indépendants, quant à eux, arrivent en deuxième place avec 13 sièges. Le Front des Forces Socialistes, FFS, occupe la troisième place avec 12 sièges. Le Rassemblement national démocratique RND occupe quant à lui 11 sièges, 5 sièges pour le mouvement El Bina et le Front El Moustaqbel, 2 sièges pour le parti La Voix du Peuple et El Fajr El Jadid et 1 siège pour Amal El Jazair et le mouvement de la Société pour la paix. À noter que 2 femmes seulement ont obtenu 2 sièges lors de ces élections. Il est à rappeler que 30 nouveaux sièges ont été rajoutés suite au nouveau découpage de wilaya, portant le nombre 164 sièges au lieu de 144. Le taux de participation a été estimé à 96,22% aux élections pour un collège électoral s'élevant à 27 151 électeurs entre membres des assemblées populaires communales et de wilaya élus le 27 novembre dernier. Une opération pilote de vote électronique a été lancée symboliquement hier par le président de l'ANI. Il s'agit d'un essai, comme l'a affirmé Mohamed Sharfi, qui a annoncé le recours à ce mode sur le moyen terme. Walid Yousfi. Il s'agit d'une opération pilote de vote électronique dans le cadre de l'élection de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'ANI pour maîtriser le vote électronique à moyen terme. Nous avons recouru à des moyens modernes à l'occasion de cet événement, tels que l'identification électronique grâce à la carte nationale biométrique et enregistrer l'opération de vote grâce à l'empreinte de son doigt. La méthode classique adoptée est en vigueur. L'opération a débuté d'abord par l'inscription électronique des électeurs grâce à leurs données biométriques, permettant ainsi d'obtenir une identification électronique propre à chacun. L'autorité nationale indépendante des élections fait de son mieux pour intégrer les technologies de l'information et de la communication et assurer plus de transparence et de crédibilité aux opérations de vote et faciliter son déroulement aussi bien pour les électeurs que pour le personnel encadrant. La prochaine étape de cette opération consistera en la dotation des bureaux de vote en équipement nécessaire permettant de détecter la signature des électeurs dans les autres bureaux et ce pour préserver la transparence des élections.
Les cours ont repris ce matin après 17 jours de suspension pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19. Les élèves des 3 paliers de l'éducation ont pu rejoindre les établissements scolaires désinfectés. Un retour sous protocole sanitaire strict, bien sûr. Le constat par Amalie Siridir. Ils ont repris les cours dans des conditions strictes, marquées par le total respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19. Les enseignants veillent pour leur part à la poursuite du programme scolaire pour rattraper le retard accumulé. On doit d'abord faire une révision des anciens cours pour pouvoir poursuivre le programme. On compte aussi sur l'aide des parents et des élèves pour dépasser cette crise. Les parents doivent nous alerter en cas de contamination de leur enfant. Une batterie de mesures a été prise pour assurer la protection des élèves et du personnel éducatif. La sensibilisation contre la propagation de la Covid-19 se poursuit dans les établissements scolaires à travers tout le pays, comme ici à Al-Khroub, dans la wilaya de Constantine, où les services de la gendarmerie nationale sillonnent les établissements scolaires de la ville pour rappeler aux élèves l'importance des gestes barrières. Il faut se désinfecter les mains aussi souvent que possible pour stopper la propagation du virus. Même constat à Larouat, où les élèves ont rejoint les bancs de l'école dans le total respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Le strict respect du protocole sanitaire reste le seul moyen de se protéger, de protéger les autres. D'ailleurs, je tiens à rappeler à tout le personnel éducatif de la wilaya de Larouat à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective. Et pour atteindre l'immunité collective, il est impératif de respecter les mesures barrières et suivre le protocole qui a été décidé par le ministère de l'Éducation nationale. Il faut également rappeler que les devoirs et les compositions du 2e trimestre pour les 3 cycles ont été reportés et fixés respectivement du 20 au 24 février 2022 et du 20 au 24 mars 2022, ce qui permettra de mieux s'organiser pour éviter la propagation du virus. Économie Zoom ce soir sur l'entreprise nationale des granulats. Sa carrière la plus importante se trouve à Tnia, à Boumeddes. Elle produit plus de 2 millions de tonnes par an de différentes matières servant dans les travaux publics. Reportage de Anissa Bouzid. Destinée à répondre aux besoins du marché national, l'unité de Simstafa est considérée comme la plus importante carrière sur le territoire national. L'unité dispose d'une capacité de 2 millions de tonnes par an et elle fournit de nombreux chantiers au niveau du centre algérien, notamment les wilayas limitrophes, notamment la wilaya de Tizi Ouzou, la wilaya de Bouira, de Blida et ainsi la wilaya d'Alger. Grâce à cette carrière, on a livré pas mal de projets, notamment le projet autoroute Est-Ouest, le tronçon de Bouira jusqu'à la wilaya d'Alger. On a alimenté aussi le projet de métro d'Alger, le tronçon Bajjarrah Ouadou Chaïh. En vue de valoriser la qualité de ces produits, l'unité a mis en place des moyens techniques modernes pour l'exploitation de la carrière. Les paramètres de forage, on doit les respecter à la lettre et les normes de sécurité en plus. La première étape, c'est le forage. La deuxième étape, c'est l'utilisation de l'explosif. On remplit les trous d'explosifs. La troisième étape, c'est l'abattage, c'est l'explosion. Les étapes qui restent, c'est le transport, le concassage, le traitement de la roche. On fait le traitement de granulats, c'est-à-dire on reçoit la matière de 0,300 mm au niveau de stock pile. On va le transporter vers les broyeurs pour le concasser. On va réduire la taille des roches de 0,300 à 0,80 mm. Puis on va le renvoyer vers les cribles pour faire le classement et le triage des granulats. Les produits finis. Nous avons le sable, le 0,4 mm. Nous avons le gravillon 4,8 et 8,16 et 16,25. Et nous avons aussi le mélange recomposé 0,40 qui est utilisé généralement dans les routes, la couche de base des routes.
Il est à noter que les différents produits extraits de la carrière, gravier, sable et autres, sont des matières premières utilisées dans différents secteurs, notamment le bâtiment et les travaux publics. Le point sur les contaminations à présent, celles-ci ont atteint 378 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 496 guérisons et 6 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La situation est relativement stable après plusieurs baisses consécutives. Les spécialistes appellent toutefois à la vigilance et surtout au respect des mesures barrières. À Oran, la direction des affaires religieuses et les services sanitaires sensibilisent plutôt contre le Covid-19. Yamina Saïchi. Tous contre la Covid-19, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation lancée par la direction des affaires religieuses et des Waqf d'Oran en coordination avec les services de la sûreté de Wilaya, de la santé et de la protection civile. Objectif, rappeler à nos concitoyens la nécessité de respecter le protocole sanitaire. Nous avons fait le tour d'une dizaine de quartiers, les grands boulevards, les marchés de proximité, les quartiers populaires, les stations de bus, les cafés et les restaurants de la ville. Nous avons donné des conseils aux citoyens. La Sûreté nationale de la Wilaya d'Oran valorise ce genre d'initiative et apporte toujours sa contribution. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la protection de la santé publique. Nous avons rappelé aux citoyens la nécessité de respecter les protocoles sanitaires. Une initiative louable, bien accueillie par les Oranais, conscients de l'importance de cette campagne. Nous sommes tous conscients qu'il est nécessaire de respecter les gestes barrières et le port du masque dans les lieux publics. Ce commerçant ne cesse de rappeler à ses clients que le port du masque est obligatoire. Il faut que tout le monde comprenne que le respect des mesures préventives contre le Covid-19 est dans l'intérêt de tous. Ces campagnes de sensibilisation se poursuivront tout au long du mois, un peu partout dans la ville, avec la collaboration de la société civile locale et des professionnels de la santé pour endiguer la propagation du virus. Direction la ville d'Amboise où la statue de l'un des symboles de l'Algérie, l'émir Abdelkader, a été vandalisée quelques heures avant d'être inaugurée. L'ambassadeur d'Algérie en France dénonce un acte d'une bassesse inqualifiable. Indignation également de responsables locaux. La statue a tout de même pu être érigée dans la ville. Notre correspondante en France, Sarah Fabelouchette, y était. Choc, désolation, tristesse et colère se lisaient sur tous les visages au moment de la découverte des dégâts subis par la superbe sculpture hommage à l'émir Abdelkader, attaquée à la disqueuse, coupée, découpée, tordue avec haine, un acte condamné unanimement par les responsables politiques locaux et au-delà. Une grande tristesse, une grande émotion, une grande indignation, une grande consternation, notamment à l'égard d'une sculpture d'un homme qui s'est fait remarquer et qui est connu dans l'histoire pour sa grande tolérance, son ouverture d'esprit, sa dignité. Ils ont su ce qui visait quelqu'un de tellement emblématique, tellement... quelqu'un qui a combattu la France, qui a résisté à l'occupation, qui a commencé à créer l'État algérien et qui en même temps a toujours privilégié le dialogue, l'entente, la fraternité. Un acte de vandalisme qui a tenté en vain d'entacher la noblesse humaine et spirituelle du héros prématuré de l'indépendance, le militaire valeureux et l'homme de foi exemplaire qui a marqué l'histoire de nos deux pays, d'où l'indignation du maire d'Amboise face à cet acte abject. Nous avons des valeurs, nous les défendrons jusqu'au bout et ce n'est pas quelques-uns par traîtrise dans la nuit qui vont nous arrêter dans nos combats. Résister à la haine et aux extrémismes, c'est le message que les autorités algériennes et françaises ont lancé en maintenant la cérémonie hommage à l'émir. Et c'est dans ce château, rénové bien après son départ et qui fut séjol avec les siens, qu'autorités et citoyens ont entamé cet hommage. Une fatiha levée à leur mémoire dans le jardin d'Orient qui accueille les tombes des compagnons de l'émir, décédés de maladie ou de froid. Un mini-cimetière signé du maître Rachid Qureshi il y a plus de 10 ans. Arrive l'heure des discours avec condamnation unanime et solennelle, une promesse de continuer sur le pas de l'émir au symbole renforcé par cet acte ignoble. Mais je trouve que cette déchirure aussi, elle est intéressante parce que ça devient
en quelques heures, c'est devenu un monument à l'intolérance. Lui, le grand tolérant, encore une fois, on l'attaque et l'intolérance est là en bas. Mais le visage, l'homme n'est pas touché que ses habits. Et c'est pour mieux illustrer la grandeur de l'homme que la ville a organisé une exposition des lettres que l'émir Abdelkader échangeait avec l'abbé Louis Robin, prêtre de l'église de la ville où il fut pourtant captif. On en a parlé comme un homme, un saint homme, et qui échangeait, qui recevait, et qui d'ailleurs n'a jamais tiré de grief contre la ville, même s'il en était prisonnier. C'est un message d'actualité, et donc on n'est pas seulement là pour se souvenir, mais on est là pour agir en sa mémoire aussi. Vous avez mis des couleurs algériennes? Volontairement, par respect pour l'Algérie et pour l'émir. Transcender l'acte ignoble et souligner le respect dont jouit l'émir et à travers lui l'Algérie exprimé ainsi au travers les condamnations des autorités françaises. C'est en substance ce que résume le communiqué de l'ambassade d'Algérie en France, ce qui s'inscrit dans la dynamique ascendante d'apaisement inspirée par les hautes autorités des deux pays, conclut Mohamed Antar Daoud. Toujours à l'étranger, la résolution du conflit au Sahara occidental doit tenir compte des dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine qui souligne le principe de l'intangibilité des frontières héritées au recouvrement de l'indépendance, relève le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine dans son nouveau rapport sur l'état de la paix et de sécurité dans le continent. Se déclarant profondément préoccupé par la situation instable au Sahara occidental, suite à la reprise de la guerre dans ce territoire non autonome, le CPS de l'Union africaine relève la nécessité urgente de redynamiser les efforts pour faciliter une résolution définitive du conflit, conformément aux dispositions pertinente de l'acte constitutif de l'Union africaine. L'Assemblée de l'Union africaine pourrait demander au CPS de s'acquitter de son mandat sur le conflit au Sahara occidental, conformément aux dispositions pertinentes de son protocole et aux décisions pertinentes de la conférence, en examinant la situation au Sahara occidental autant que nécessaire au niveau des chefs d'État et de gouvernement, notamment en recevant des informations de la Troïka de l'Union africaine. Et le directeur général des douanes algériennes, Nourdine Khaldi, s'est retiré des travaux de la 55e réunion régionale des directeurs des douanes de la zone MENA après la diffusion par le bureau régional de la communication chargé de l'information de la zone nord-africaine de cartes géographiques annexant les territoires du Sahara occidental au Maroc. Dans un communiqué de la direction générale des douanes algériennes et suite à cet incident, le directeur général des douanes a présenté des contestations officielles et un refus catégorique de la délégation algérienne du contenu de cette exposition faite par le bureau régional de la communication dont le siège se trouve au Maroc. Sur le terrain, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Haouza, El-Mahbes, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué numéro 451. Selon le communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui, les unités de la PLS ont exécuté des attaques intensifiées ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région de Chedmiya et Rouss Septi à Mahbes ainsi que dans les régions de l'Ex-Sibi. Lamles à Haouza. Samedi, des détachements de l'armée sahraoui avaient intensifié leur bombardement contre les positions des soldats de l'occupation dans les régions de Seprat Tnouched et L'Aqad dans le secteur d'El-Mahbes. Un mot de sport pour terminer avec la finale ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'Égypte affronte le Sénégal. Ce sera à partir de 20h au stade Olymbe de Yaoundé. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la première chaîne de l'EPTV. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.